Ce documentaire raconte la guerre du Vietnam vue par les Américains qui ont servi pendant le conflit. Il comporte des vidéos amateurs ainsi que des séquences d'archives rares qui ont été collectées à travers le monde et qui sont présentées ici en haute définition. Certaines scènes pouvant choquer, ce programme est destiné à un public averti. And I served for years. I know what it's about. I have a son that's going to go into the army. We fight because we must fight. If we're to live in a world where every country can shape its own destiny, we will not be defeated. Au printemps 1969, 4 ans après l'arrivée des premiers bataillons d'infanterie à Da Nang, on compte plus d'1 demi-million d'Américains au Vietnam. Mais cette guerre qui jouissait alors de la bénédiction d'une grande majorité de la population américaine a radicalement changé de visage. La colère du public monte face à la stratégie de l'armée qui consiste à compter le nombre de morts dans le camp adverse plutôt que de prendre des territoires. Le soutien de la nation s'est évaporé. Désormais, les soldats américains qui se battent au Vietnam subissent les répercussions du mouvement anti-guerre qui s'est emparé du pays. Six mois après son investiture, le président Nixon, qui a mené une campagne sur le thème de la paix dans l'honneur, rencontre le président vietnamien Nguyen Van Thieu. Il lui annonce son intention de mettre un terme à l'intervention américaine au Vietnam. After 5 years in which more and more Americans have been sent to Vietnam, we finally have reached the point where we can begin to bring Americans home from Vietnam. L'armée américaine entame alors un long processus de désengagement et de retrait des troupes. En parallèle, la formation des combattants sud-vietnamiens continue. Ils devront assumer seuls la poursuite du combat. Cette stratégie a été baptisée « vietnamisation ». Nos cœurs ne battent pas pour ce pays. Nos cœurs sont restés chez nous. Don DeVore a 24 ans. Il est artilleur dans la première division d'infanterie stationnée à la base d'appui-feu Firebase Gym, au nord de Saigon. Il y a 9 mois, alors que sa femme lui annonçait qu'elle attendait leur enfant, DeVore a reçu sa convocation. L'automne dernier, quand ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai reçu ma convocation. Je me souviens avoir été pris de violents maux de ventre. C'était atroce comme sensation. Je n'avais aucune envie de faire l'armée. Je n'avais pas envie de partir au Vietnam. La mission était la même pour tous, mais elle était simple. On en finit, on reste en vie. Et on rentre pour retrouver notre famille. On n'a tous qu'une seule idée en tête, nous tirer d'ici. Personne n'a envie d'être le dernier type à se faire descendre pour une cause perdue. Le Vietnam.
monde est sur les nerfs. Déjà que c'était pas facile de survivre dans ce merdier, mais maintenant on doit en plus se coltiner ces satanés soldats de la RVN. Gary Benedetti est âgé de 24 ans. Il est barreur au sein de la marine fluviale. Il participe au processus de vietnamisation avec les autres matelots. Ils apprennent aux Vietnamiens du Sud le fonctionnement des armes et des navires américains, ainsi que la navigation dans le delta du Mekong. Ces 3000 km de méandres, de canaux et de cours d'eau font du delta une version fluviale de la piste Ho Chi Minh, empruntée par les soldats ennemis pour acheminer troupes, armes et matériel vers le sud. C'est aussi là que vit la moitié de la population sud-vietnamienne. La zone fournit également 70% de la production nationale de riz, ce qui en fait l'une des régions les plus farouchement disputées. Je vois pas comment on est censé apprendre à ces types comment prendre la main. Je veux rien dire, mais quand même, ça fait des années que notre marine patrouille sur ces rivières pour repousser le Viet Cong sans grand succès. Donc, si vous voulez mon avis, et cet avis était partagé par tous les camarades avec qui je travaillais dans la région, ça semblait mal parti. C'était juste un manque de connaissance des bateaux. Ils ne connaissaient que les barques avec des rames. Ils savaient tirer, d'accord. Mais un paysan doit aussi savoir réparer un tracteur. Pas eux. Eux, ils avaient des buffles pour tirer la charrue. Donc, imaginez-les en train de piloter un bateau. Impossible. Surtout ici, par les temps qui courent. Le Viet Cong nous tend des embuscades toutes les 5 minutes. Et à chaque fois, tout le monde est mobilisé pour les repousser. Gagner la guerre, eux, ce sera déjà bien s'ils arrivent à pas se faire descendre. Hello, Daddy. This is Debbie. How are you today? When you have time, will you... Hello, Dad. This is David, and I'd just like to tell you a few things that happened. I don't have too many things to say. I like to get them. That's what makes me want to write them. Okay? See ya. Goodbye. Remember that I love you with all my heart. I miss you with all my heart. And I hope we never have to be separated again. Just hope that the war can be over. Take care. I love you. Il y a 13 mois, Anne Purcell a appris que son mari, Ben, était porté disparu au combat. L'hélicoptère qu'il pilotait avait été abattu. Elle et leurs 5 enfants n'ont plus eu le moindre contact avec lui, ni la moindre information sur son sort. Ils ne savent même pas s'il est mort ou vivant. Je n'ai pas écouté les cassettes de Ben depuis qu'il a disparu. C'est trop dur. Mais je pense à lui sans cesse. Se lever tous les matins est une épreuve. S'il n'y avait pas les enfants, je crois que j'aurais baissé les bras. Quand l'officier de liaison est venu et m'a demandé de sortir, j'ai répondu « D'accord ». Il m'a tendu un petit bout de papier qui disait « Le statut de votre mari n'est plus disparu au combat, mais prisonnier de guerre ». Ils ont capturé un soldat du Viet Cong. Ils ont retrouvé des documents sur lui. Tous les passagers de l'hélicoptère avaient été interrogés. J'ai couru au jardin pour annoncer la nouvelle aux enfants et j'ai été frappée par la beauté simple et pure de cette journée. Depuis presque une année, je voyais le monde à travers un voile gris. C'était comme si le voile avait enfin disparu. Bien sûr, ça ne veut pas dire que Ben est toujours en vie. Il a pu se passer beaucoup de choses en 13 mois. Mais je peux enfin m'accrocher à quelque chose. J'ai retrouvé l'espoir. Je sais pas trop comment décrire ce que je vois.
Tout ce que je peux dire, c'est que Woodstock est un endroit vraiment bizarre et dingue. Et j'adore ça. L'environnement de Don DeVore vient de changer brutalement. Il y a 3 jours, il était au Vietnam. Mais il a obtenu une permission pour être avec sa femme qui a accouché en urgence. Le bébé et la maman vont bien, mais la petite ville tranquille qu'il a quittée a changé de visage. Toutes les routes étaient noires de voitures arrêtées, comme un parking géant. J'ai cru qu'il y avait eu un accident. Il y avait tellement de voitures partout que j'avais du mal à en croire mes yeux. J'allumais la radio et il parlait de Woodstock. J'ai appelé des amis qui habitaient dans les environs et on a décidé d'aller au festival. En route pour Woodstock. Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books, pick up a gun. I'm gonna have... Je suis le seul ici à avoir les cheveux courts, mais je me dis que vraiment ma place est ici, et pas au Vietnam. Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. Et pourtant, le Vietnam est partout ici. Ces deux mondes sont à des années-lumière l'un de l'autre. Et pourtant, je n'arrive pas à oublier le Vietnam. Et je sais que cette parenthèse va bientôt s'arrêter. Dans 2 jours, à la fin de ma perme, Woodstock, ma famille, mon petit bébé ne seront plus qu'un lointain souvenir. Je serai de retour au Vietnam. Tous les jours se ressemblent ici. On s'ennuie à mourir. On balance obus après obus pendant des heures. Et après ça, on attend, les bras croisés. Et puis on recommence. Après une permission d'1 semaine, Don DeVore est de retour à la base d'appui-feu Firebase Gym. La nouvelle de la mort d'Ho Chi Minh, le dirigeant communiste du Nord-Vietnam, vient de tomber. Le bruit court qu'il devrait y avoir un cessez-le-feu en l'honneur de sa mort. Mais depuis l'offensive du Tet, on sait bien que les cessez-le-feu, c'est une vaste blague. Depuis le début de la journée, les bataillons réclament sans cesse l'appui de l'artillerie. On a dû tirer pas loin de 1000 obus en quelques heures seulement. Pour résister aux attaques de l'ennemi, les bataillons doivent pouvoir compter sur le soutien des bases d'appui-feu. Firebase Gym protège les divisions d'infanterie qui se trouvent sur le champ de bataille par des tirs d'artillerie. Le soleil se couche, le calme revient. Mais nous devons rester en alerte. En toute logique, l'ennemi choisit de lancer ses attaques la nuit venue, à la faveur de l'obscurité. Les bases constituent une cible privilégiée, par nature immobile. Le Viet Cong a donc tout loisir de les étudier et de repérer les failles de sécurité. Nous prenons peut-être le dessus en journée. Mais les soldats du Viet Cong étaient vraiment les rois de la nuit. C'était leur moment de prédilection. Je me disais souvent qu'ils prenaient l'avantage la nuit, parce que la plupart de nos armes modernes et de nos techniques de guerre devenaient inutilisables. Donc, c'était la nuit qu'on ressentait le plus cruellement notre vulnérabilité. Une des bases des environs a été attaquée hier soir, donc tout le monde est sur les nerfs. J'ai été désigné avec 5 gars pour monter la garde devant le bunker de contrôle.
On a pour ordre de transmettre par radio les coordonnées de l'ennemi dès qu'il est repéré. Mais je suis tellement tendu que j'ai du mal à parler. Tout à coup, j'entends une explosion juste au-dessus du bunker. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais je voyais que les autres étaient très nerveux. Quelqu'un a dit que ça ressemblait à un tir de lance-roquettes. Et donc, à ce moment-là, tout le monde a été pris de la même panique. Quelqu'un a crié « Il y a des bridés dans les parages ». Une grenade a explosé juste à côté de mon pied et j'ai été touché. J'ai été soulevé au-dessus du sol et je suis retombé comme une crêpe. J'ai ressenti une violente douleur tout le long de mon corps, sur le côté gauche. Je regarde mon bras gauche. Ce n'est plus qu'un amas de chair sanglant. Après, je me souviens plus de rien. J'ai perdu connaissance. L'attaque contre la base Firebase Gym prend fin avec le lever du jour. L'ennemi s'est encore une fois retiré dès les premières lumières du matin, au moment où la puissance de feu américaine retrouve son efficacité. Quand j'ouvre les yeux, les gars m'acclament. Comme un joueur de football blessé sur le terrain, qui serait transporté sous les ovations et les hurrahs de la foule. Ils me mettent dans l'hélicoptère. Et quand je décolle, je suis envahi par une vague de sérénité. Je regarde par la porte latérale et je vois que le soleil est en train de se coucher. La couleur du ciel hésite entre rouge et pourpre. Mais je n'ai qu'une seule chose en tête. Je suis en vie. Je laisse cette guerre absurde derrière moi. Automne 1969, le mouvement anti-guerre prend une ampleur inédite. Le 15 octobre, dans les petites bourgades, comme dans les grandes villes du pays, plus d'1 million d'Américains descendent dans la rue pour prendre part aux manifestations contre la poursuite du conflit. Let me try with pleasured hands to take you in the sun. Mais bien que le nombre de soldats au Vietnam commence à diminuer, l'armée qui a toujours besoin de nouvelles recrues demande l'instauration de la conscription. Depuis des années, les comités de conscription sont largement critiqués en raison de leur système de dispense qui favorise les étudiants et les membres des classes aisées. Le 1er décembre 1969, le service sélectif organise pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale un tirage au sort. Les appelés sont choisis en tirant au hasard parmi 366 petites balles de plastique, une pour chaque date de l'année, 29 février inclus. Ce processus totalement aléatoire concerne donc tous les hommes âgés de 19 à 25 ans. July 4, 279. Les enfants n'ont jamais été aussi heureux depuis le départ de Ben. Cette année, Noël est presque normal. Anne Purcell et ses enfants fêtent Noël pour la première fois depuis qu'ils ont appris que Ben et 400 autres prisonniers de guerre sont retenus captifs au Vietnam. Depuis que nous avons appris la nouvelle, les enfants sont persuadés que Ben va bientôt revenir à la maison. Debbie est persuadée que nous allons recevoir une lettre pour Noël.
Elle se précipitait vers la boîte aux lettres tous les jours. C'était déchirant. J'en avais les larmes aux yeux. Je lui ai dit, écoute Debbie, j'aimerais que cette lettre arrive, mais je ne veux pas que tu attendes tous les jours et que tu te lamentes. Évidemment, c'est moi qui me lamentais. Mais elle y est allée tous les jours. Elle a été très déçue parce que nous n'avons rien reçu. Je ne supporte pas de la voir si triste, mais sa déception m'a permis de me rendre compte que je dois faire quelque chose. Je ne peux plus rester ici les bras croisés à attendre. Je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réunir à nouveau ma famille. Quand on avance sur ces rivières, au milieu de ces gens qui vivent encore à l'âge de pierre, on oublie presque qu'on est dans un pays en guerre. Et c'est en pensant comme ça qu'on se fait tuer. Parce qu'ici, tout change en un éclair. La mort arrive sans prévenir. Gary Benedetti et son équipage patrouillent dans le delta du Mekong depuis 12 mois maintenant. Leur mission aujourd'hui est de récupérer une unité de Navy Seals, des commandos de marine, qui a été prise en embuscade par le Viet Cong. Ils sont à bord d'un Alpha Boat, conçu spécialement pour résister aux explosions sous-marines. Plus on avance, plus la rivière devient étroite. Les rives sont éloignées de moins de 30 mètres. Derrière les arbres, on s'attend tout le temps à se faire tirer dessus par des tireurs embusqués. Mais on ne voit rien. Il n'y a que de la jungle et on ne peut pas voir au travers. Elle est trop dense. Donc quand on est là, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ça peut vous tomber dessus à tout instant. Tout à coup, nous sommes pris pour cible par des tireurs embusqués sur la rive. Tout le monde ouvre le feu, mais on ne sait pas quoi viser. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit tirer nous aussi. J'entends le commandant par radio. Cessez le feu! Cessez le feu! Cessez le feu! Et la fumée se dissipe. Alors on voit sur quoi on tirait. Un petit village. Et tous ses habitants. Pas un survivant. Je sens la rage monter en moi. Le Viet Cong fait ça exprès. Ils se planquent derrière les villageois et ils nous tirent dessus parce qu'ils savent qu'on va répondre. Comme ça, ils sont sûrs que les villageois nous détestent. Dans quelques semaines, je rentre à la maison. J'espère qu'à ce moment-là, les Sud-Vietnamiens seront capables de prendre la relève. Parce que vu comme le Viet Cong traite les habitants, s'ils n'assurent pas, ce sera un désastre. À Paris, les négociations entre le Vietnam du Nord, le Vietnam du Sud, le Viet Cong et les États-Unis sont au point mort. Après 2 ans de discussion, les parties ne sont parvenues à se mettre d'accord sur rien, sauf la forme de la table des négociations. Dans l'espoir d'accélérer le processus, Henry Kissinger, le conseiller à la sécurité nationale, décide de rencontrer le négociateur nord-vietnamien, le Duc Tho. En parallèle, le plan de vietnamisation de Nixon est mis en place, lentement mais sûrement.
Dans tout le pays, les troupes américaines confient leur équipement et leurs bases et transmettent leur savoir-faire militaire aux Sud-Vietnamiens. It's going to be a shambles. There are good ARPANs, don't get me wrong, there are some really crack outfits, but the rest of them, I don't want any part of it. It's going to be bad. Can't get the support now. What's it going to be like when there's less and less of us? Il semble désormais clair que les États-Unis n'espèrent plus une victoire militaire totale, mais plutôt un retrait honorable. Ce revirement affecte profondément le moral des soldats. Stuff smells pretty strong. It is. This is really nice stuff over here. And you empty it out and you stick the bowl in the barrel, blow into the bowl, and when it comes out, you get really stoned. J'ai bien choisi mon moment pour arriver dans ce pays. Si je suis venu, c'est parce que je voudrais avoir l'occasion de commander un bataillon. Le lieutenant-colonel James Anderson est un adjoint du général Creighton Abrams, le commandant des forces américaines au Vietnam. Il est arrivé ici il y a 7 ans en tant que conseiller militaire auprès de l'ARVN. Il s'apprête à prendre le commandement d'un bataillon. Le général Abrams m'a dit un soir alors que nous dînions, « Jim, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas le commandement de ce bataillon ?» C'était sa manière de dire, « Très bien, tu te crois malin, tu penses tout savoir, montre-moi ce que tu sais faire. » J'ai dit que j'aimerais beaucoup être commandant. Très vite, Anderson comprend à quel point il est important d'assurer la cohésion au sein d'un bataillon. La porte du quartier général s'ouvre brusquement et plusieurs généraux débarquent dans la pièce. Ils me font jurer de garder le secret et me demandent « En combien de temps pouvez-vous lancer une offensive au Cambodge ?» J'ai dit « En jours, en semaines, en mois ?» Ils ont dit « En heures ». Les Nord-Vietnamiens utilisent le Cambodge voisin comme refuge depuis des années. Le pays est traversé par la piste Ho Chi Minh et de nombreuses caches d'armes et de munitions sont disséminées le long de la frontière. Depuis le début des hostilités, les États-Unis se sont refusés à envoyer des troupes au-delà de la frontière, par crainte d'un embrasement régional. Mais en 1970, le dirigeant cambodgien Norodom Sihanouk est remplacé par le général pro-américain Lon Nol. Le président Nixon y voit une occasion de changer la donne. C'est une décision politiquement risquée, mais qui, selon lui, permettrait de détruire les points d'appui de l'armée populaire du Vietnam. Il autorise en secret l'envoi de troupes sur le territoire cambodgien. C'est comme si on m'avait injecté de l'adrénaline directement dans les veines. En quelques heures seulement, des centaines de soldats se sont rassemblés. Des quantités massives d'armes et de munitions sont livrées et distribuées. L'excitation est palpable. Ça fait longtemps qu'on attend ça. L'occasion d'aller voir ce qui se cache derrière cette mystérieuse ligne défendue. Le Cambodge, enfin. Je n'ai pas dormi depuis presque 24 heures, mais j'ai l'impression que mes sens n'ont jamais été aussi affûtés de toute ma vie. Le lieutenant-colonel Jim Anderson commande un bataillon de la 1re division de cavalerie, en route vers le Cambodge. Dans les airs, chasseurs et bombardiers B-52 décollent par vagues. Au sol, des chars et des troupes d'infanterie constituent des colonnes de plusieurs kilomètres. Au total, 30 000 soldats prêts à se battre. Leur mission est double. Premièrement, réduire en cendres les refuges de l'ennemi et asphyxier l'armée populaire du Vietnam en coupant les lignes de ravitaillement le long de la piste Ho Chi Minh. Deuxièmement, localiser et détruire le centre du commandement suprême politique et militaire du Sud-Vietnam, le COSVN.
Selon la rumeur, il se situerait dans la région de Mémote. Dès que nous mettrons le pied au sol, il faudra se disperser. Il ne faut pas perdre une minute. Il faut trouver ce que l'ennemi s'est acharné à planquer. Ça n'aura pas été très long. Au bout de 2 heures, nous tombons sur une immense base d'entraînement et de ravitaillement. Les gars l'appellent déjà la ville, parce qu'on y trouve à peu près tout ce qu'on trouverait dans une ville n'importe où ailleurs. Il y a une école, un hôpital, il y a des armureries, des réserves de riz. Je ne sais pas combien de tonnes de riz, de centaines de tonnes de riz nous avons trouvé. C'était sidérant de voir qu'un tel complexe se trouvait si près de la frontière. On était à seulement 10 km de la frontière. Et s'il y a autant de réserves ici, je n'imagine même pas ce qu'il reste à découvrir. Il y a tellement de matériel que ça va nous prendre des mois de tout détruire. Et je ne veux pas me retrouver coincé à faire ça au détriment de notre mission. Donc, j'ai demandé à 2 compagnies de rester dans la ville afin de superviser la destruction. Et j'ai pris la route avec 3 compagnies à la recherche des quartiers généraux de l'armée populaire. Pendant ce temps, le président Nixon se prépare à affronter la colère populaire. Il sait pertinemment que sa décision déclenchera l'indignation générale dès que la nouvelle de l'offensive sera rendue publique. Politiquement, il se doit également de passer à l'attaque. Il n'a pas l'intention de laisser à d'autres le soin d'expliquer sa décision. Tonight, American and South Vietnamese units will attack the headquarters for the entire communist military operation in South Vietnam. This is not an invasion of Cambodia. The areas in which these attacks will be launched are completely occupied and controlled by North Vietnamese forces. We take this action not for the purpose of expanding the war into Cambodia, but for the purpose of ending the war in Vietnam and winning the just peace we all desire. Le lendemain de l'annonce de Nixon, des manifestations étudiantes éclatent dans une douzaine de campus dans tout le pays. Et le 4 mai, 2000 étudiants se réunissent à l'université d'État du Kent. La manifestation dégénère et des membres de la garde nationale de l'Ohio ouvrent subitement le feu sur la foule étudiante. En 13 secondes, 67 balles sont tirées. Bilan, 4 tués, 8 blessés, dont 1 paralysé à vie. Les réactions sont unanimes et condamnent ce carnage. En quelques jours, 30 bâtiments de la ROTC, l'organisation chargée de l'entraînement des officiers de réserve, sont incendiés. 4 millions d'étudiants se mettent en grève, ce qui oblige 450 collèges, lycées et universités à fermer leurs portes. Depuis que je suis revenu au pays, j'essaie tant bien que mal de chasser le Vietnam de mon esprit. Mais en voyant ce qui se passe, je me dis que je ne peux plus rester silencieux. 2 ans plus tôt, Barry Romo est revenu du Vietnam accompagné du corps de son neveu Robert, tué au combat peu après l'offensive du Tet. Je ne peux plus me voiler la face. Cette guerre est sans fin. J'ai appelé un copain qui a servi là-bas lui aussi. On a enfilé nos treillis, ceux qu'on avait portés au Vietnam, on les avait gardés et ils nous allaient encore. Et on est allé manifester contre la conscription. Et en voyant les visages de tous ces gamins,
Rempli de frustration, de colère et de chagrin, mon sang se met à bouillir. Je n'en ai plus rien à faire de ce que les gens pensent ou disent de moi. J'en peux plus. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Alors je dis aux gamins, si vous êtes assez courageux pour brûler vos cartes de conscription et risquer la prison, vous avez ma bénédiction. Moi, j'en peux plus de ces combats, de ces morts. J'en ai assez de cette guerre. En disant ça, je me sens libéré. Comme si le poids de 10 000 tonnes qui pesait sur mes épaules s'était envolé. Je n'avais plus à porter le poids des péchés de Richard Nixon et Lyndon Johnson. J'avais enfin le courage de mes opinions, en tant qu'homme et en tant qu'être humain. J'avais un message à porter. Alors que le pays se déchire, le président Nixon rédige une directive qui restreint le cadre et la durée des missions au Cambodge. Il s'engage à limiter l'avancée des forces américaines en territoire cambodgien à 30 km. Il fixe également au 30 juin la date de retour des soldats au Sud-Vietnam. Les services de renseignement nous garantissent que les quartiers généraux de l'ennemi sont à moins de 5 km. Nous y serons avant la tombée de la nuit. Mais alors que nous nous approchons de notre objectif, je reçois un appel du centre de commandement. J'ai pour ordre de rester sur place et de ne plus avancer. Ne plus avancer. Mais ça n'a aucun sens d'un point de vue tactique. J'étais contrarié. J'ai demandé, mais qui est l'abruti qui a décidé ça? Je suis à moins de 5 km de mon objectif et j'y serai avant la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Un commandant a pris le combiné et m'a dit « Anderson, écoutez-moi et fermez-la. Vos ordres sont restés sur place et n'avancez plus. » J'ai appris plus tard que le président Nixon avait annoncé à la nation que le périmètre de nos objectifs au Cambodge était entre guillemets limité. Je suis sans voix. Nous avons été interrompus alors que j'avais l'impression que pour la première fois depuis très longtemps, le bon sens avait repris le dessus dans cette guerre. Maintenant, je suis perdu. C'est déjà très frustrant de savoir que l'ennemi a encore battu en retraite, hors de notre portée. Alors en apprenant qu'on devait quitter le Cambodge, c'était encore pire. C'est clair qu'on n'arrivera jamais à rien ici. À la fin du mois de juin 1970, après 8 semaines d'opération, les 30 000 soldats américains s'apprêtent à quitter le Cambodge. Comme leur progression devait se limiter à 30 km, ils n'ont pas été en mesure de localiser les quartiers généraux de l'ennemi. Mais ils sont quand même parvenus à confisquer ou détruire plus de 20 000 armes, 7 000 tonnes de riz et 2 000 tonnes de munitions. La plus grande quantité de matériel ennemi jamais détruite. Mais pour les soldats comme Jim Anderson, c'est une victoire en demi-teinte. Ce qui me frappe, c'est le temps que l'ennemi a passé à accumuler et planquer toutes ses armes et ses munitions. Quand on voit tous les efforts qu'ils ont faits, ils ont dû se donner un mal fou pour transporter tout ça ici. À mon avis, ils préparaient une invasion du Vietnam du Sud. C'était évident. On en avait la preuve sous les yeux. Il y a tellement de riz et de nourriture qu'on ne peut pas tout emporter ou même tout brûler. Je peux vous garantir qu'ils vont se remettre à accumuler le matériel et la nourriture. Et dès qu'on sera parti du Vietnam, ils lanceront l'invasion totale. On a obtenu un sursis, mais rien de plus. Chaque jour, je vois des femmes qui accueillent le retour de leur mari du Vietnam. Je suis si heureuse pour elles. Mais en même temps, je vois que personne ne fait rien pour que Ben revienne à la maison. Et j'en ai assez d'attendre. Au cours de l'été 1970, Ann Purcell devient l'un des membres fondateurs de la Ligue nationale des familles.
Une organisation qui s'est fixée pour mission la libération de tous les prisonniers, l'obtention des informations complètes sur les disparus au combat et le rapatriement des dépouilles des morts au combat. On a installé des cages faites de bambou pour que les Américains voient dans quelles conditions nos prisonniers sont détenus. On lance des pétitions, on écrit des lettres par milliers. Si on fait tout ça, c'était pour que tout le monde sache qu'il y a des prisonniers de guerre, y compris les gens qui n'étaient pas impliqués directement dans cette guerre. Ils ont pris conscience que d'autres hommes étaient encore là-bas. Il fallait penser à eux et prier pour eux parce qu'ils s'étaient battus pour notre liberté. En 1971, les négociations de paix n'ont toujours pas abouti. Pendant ce temps, le retrait des troupes américaines s'accélère. Over the past 10 years, presidents of the United States have come before the American people in times of crisis to talk about war, the threat of war. Today, I am able to talk to you in a more hopeful and positive vein about how we are moving this nation and the world toward a lasting peace. We have kept our commitments as we have taken out our troops. South Vietnam now has an excellent opportunity not only to survive, but to build a strong, free society. We are at a critical moment in history. What America does or fails to do will determine whether peace and freedom can be won in the coming generation. That is why the way in which we end this conflict is so crucial to our efforts to build a lasting peace in coming decades. The right way out of Vietnam is crucial to our changing role in the world.